Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission. Le thème excision revient encore dans votre émission. C'est quoi l'excision? Selon l'Organisation mondiale de la santé, les mutilations génitales féminines ou mutilations sexuelles féminines désignent toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme. Il faut noter que 200 millions de femmes sont touchées par une des formes de mutilation dans le monde, en Afrique subsaharienne, au Proche-Orient et en Asie sud-est. La Guinée, le phénomène persiste encore. La question que nous nous sommes posée aujourd'hui et que les spécialistes vont tenter de répondre, c'est comment cette pratique est-elle justifiée au sein de nos communautés du moment où elle demeure néfaste pour la santé de la femme. Notre invité, docteur Mamadou Sissoko, gynécologue obstétricien, médecin-chef de la maternité de l'hôpital régional de Conakry, va nous en parler davantage. Nous avons notre invitée spéciale, mademoiselle Bijou, victime de cette pratique. Pour en savoir davantage, mesdames et messieurs, restez en notre compagnie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème. Les conséquences de l'excision ou les mutilations génitales féminines. Et vous pouvez donc interagir au 620 58 90 73. D'ici là, nous allons poser quelques questions à nos invités respectifs et nous revenons à vous juste après. Bonsoir, docteur Sissoko. Je disais tout à l'heure que vous êtes gynécologue obstétricien, médecin-chef de l'hôpital médecin-chef de la maternité de l'hôpital régional de Conakry. Vous êtes gynécologue, c'est pourquoi vous êtes là. Pour nous en dire davantage sur le thème d'aujourd'hui, l'excision, les conséquences de l'excision sur la femme. Et nous avons notre invitée spéciale, elle va nous raconter son expérience par rapport à la pratique. Bon, j'aimerais rentrer rapidement dans le vif du sujet. La dernière fois, il n'y a pas plus de 2 semaines, d'autres invités étaient là pour parler un peu la même problématique. Vous pouvez nous dire en gros ou faire une large lecture sur les conséquences liées à la mutilation génitale, docteur Sissoko. Merci madame. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour parler de ce thème central qui nous préoccupe. Car la mutilation génitale remonte de l'Antiquité depuis le XVIe siècle et qui est revenue presque dans tous les pays, mais notre pays, la Guinée, a occupé une place prédominante et que les gens continuent toujours à pratiquer l'excision. Il faut savoir que cette pratique est une pratique néfaste, douloureuse, qui traumatise psychologiquement et physiquement les femmes. Elle crée des problèmes immenses dans la vie de la personne. Pour parler des conséquences, comme vous l'avez déjà défini, l'excision est portée sur les organes génitaux externes de la femme, que les gens pensaient seulement c'était le clitoris, mais ils le font aussi sur les petites lèvres et les grandes lèvres. C'est ce qui fait que cette pratique est classifiée. L'excision de type 1, on va couper le capuchon ou le prépuce. On dit l'excision clitoridienne. Mais dans le même type 1, on arrive aussi à couper le clitoris totalement ou partiellement. Dans le type 2, on coupe
les petites lèvres, laisser le clitoris ou couper les petites lèvres en même temps le clitoris. Ok. Dans le même type de, on peut couper et le clitoris et la grande lèvre. Toujours dans cette pratique que vous avez dit tout de suite, l'infibulation est la forme aussi très compliquée où ils coupent le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres. En même temps, ils arrivent à coudre cette partie pour réduire l'orifice, pour ne permettre à la femme que de voir les règles et d'uriner. Mais plus tard, lorsque cette femme est mariée, ils seront obligés encore d'ouvrir l'orifice qu'ils ont laissé pour permettre à la femme de jouir de sa féminité. Okay. Ce qui fait que les conséquences que vous demandez sont des conséquences immédiates, à long terme, à moyen et à long terme. Les conséquences immédiates, d'abord, c'est le choc psychologique. Imaginez vous réveiller un enfant d'1 an ou 2 ans, ou même une fillette, de quelques années. Allez-y. Vous le réveillez brutalement, vous l'envoyez dans l'obscurité pour lui créer un phénomène traumatique. Ça engendre un choc qu'il ne peut jamais oublier. Deuxièmement, c'est la douleur. La douleur que cette pratique engendre, ils le font sans anesthésie et surtout avec du matériel comme les lames rasoirs, les couteaux qui ne sont pas stériles. Ça entraîne aussi l'hémorragie, toujours dans les formes immédiates. L'hémorragie, chez certaines, vous avez dû entendre, on voit ces femmes ou ces enfants mourir. On veut rendre plaisir à quelqu'un et il perd sa vie. C'est un phénomène que nous condamnons. Dans les formes, toujours dans cette pratique, comme vous l'avez dit, comme conséquence, je vous ai dit, dans les conséquences à moyen et long terme, cette femme, cette douleur va persister. Pendant les rapports sexuels, elle a toujours mal. D'accord. Elle perd la sensibilité au vu de son mari. Okay. C'est qu'elle est trouble sexuel à son niveau. Très bien. Elle reste avec cette douleur. Mais en plus de la douleur, il y a l'infection qui s'installe. Et l'infection là va perdurer. Ça peut conduire cette femme jusqu'à l'infertilité. Elle n'arrive pas à faire d'enfant. Toujours dans ces formes lointaines, au moment de l'accouchement, cette femme a des difficultés pour accoucher. Le passage de l'enfant devient difficile. Elle est obligée d'être, je vais utiliser des termes courants, déchirée parce qu'il y aura des déchirures. Cette déchirure va être provoquée par les médecins ou pour le fait que la femme pousse? Le fait que la femme, l'espace est restreint, cousu, cicatrisé. Donc pour s'ouvrir, il faut que l'enfant passe. Donc ça laisse des lésions, des fois, qui peuvent entraîner l'une des complications que vous avez signalées un peu tôt, la fistule. On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Tout à l'heure. Docteur, vous l'avez dit, je reviens juste sur vos propos. Les études ont démontré que les femmes excisées peuvent avoir plus grande crainte de rapports sexuels, connaître un état de stress, de post-traumatique, mais cela n'empêche, on continue toujours à exciser les femmes. Oui. La pratique de l'excision dans nos pays, surtout notre pays, parce que je veux parler de notre pays, justement, c'est un problème de la population, mais aussi des autorités. On ne peut pas prendre une loi et ne pas l'appliquer. Je suis d'accord avec vous. J'ai fouillé dans les documents où depuis 1965, avant que les autres pays ne prennent les décisions, la Guinée avait déjà dans sa loi la lutte contre les mutilations génitales.
Ça, c'était en quelle année, ça? En 1965, dont je parle. Wow. J'ai lu aussi dans le code pénal. Ça existe. Mais on ne l'applique pas. Et c'est ce qui encourage les gens à pratiquer. Moi, en tant que gynécologue, je considère que c'est une méchanceté des femmes qui envoient leurs enfants à être excisés. Alors, docteur Sissoko, Ça, c'est une vous méchanceté. accusez les femmes Non. et les papas. C'est les papas qui sont aux commandes. Le papa n'envoie jamais son enfant à l'excision. Mais c'est les sœurs des papas qui viennent prendre les enfants pour aller les exciser. Donc, je parle des femmes. Ma soeur, c'est une femme. Alors, ma tante, c'est une femme. Oui, c'est ce que je dis. Les femmes, maintenant, lorsque vous, qui êtes papa, vous dites, moi, mon enfant, ma fille ne sera pas excisée, c'est une injonction, personne n'a le droit de le faire. Est-ce que les sœurs viendront prendre votre enfant pour l'exciser? Ils profitent des vacances des enfants au village ou à l'absence du papa. Ils viennent commettre... Maintenant, quand on sait qu'amener les enfants en vacances chez les grands-parents, elles peuvent subir cette pratique. Il ne faut pas les amener à bas âge. Vous ne trouvez pas? Vous trouvez je pas vous dis, dans nos sociétés, il y a des communautés, jusqu'à un certain âge avancé, ils continuent à le pratiquer. Ce n'est pas sur les enfants seulement. Okay. Ils le pratiquent même chez les femmes. On va revenir sur notre invitée spéciale, mademoiselle Bijou. Elle a été victime. Elle va nous raconter son expérience par rapport à ça. Mais avant, elle va se présenter aux téléspectateurs. Bijou, votre nom? C'est Bijou. Vous avez quel âge? J'ai 19 ans. Ok. Élève, étudiante? Je suis élève en classe de terminale sciences sociales. Très bien. Elle est jeune. Vous êtes là pour nous raconter une histoire. On vous écoute. J'ai subi les mutilations génitales féminines lorsque j'étais bébé. Bébé? Carrément bébé ou bien 6 mois, 8 mois? Papa t'a dit quoi? Maman t'a dit quoi? Tu avais quel mois? 6 mois, 8 mois, 1 an? J'avais juste quelques mois. D'accord. Okay. J'avais juste quelques mois, j'ai subi les mutilations génitales féminines et en ce temps, je ne savais pas c'était quoi. Mais au fil du temps, en grandissant, j'ai compris c'était quoi les mutilations génitales, quelles sont les causes et quelles sont les conséquences des mutilations génitales. Et c'est ce qui m'a de plus poussé à œuvrer dans la lutte contre les mutilations génitales féminines parce que ça engendre des conséquences graves. C'est vrai... Tu es jeune, tu as vécu ça, c'est traumatisant. Est-ce qu'on peut te poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, à cet âge, tu peux nous dire quelle forme de mutilation tu as subi? Exactement, je ne sais pas quelle forme de mutilation j'ai subi. Ah bon? Non. 19 ans quand même, on est censé connaître, maîtriser son corps, non? Exactement. Et tu n'as pas pensé à aller voir... une gynécologue pour vous dire, comme il a dit, un type 2, qu'est-ce qu'on t'a fait, toi? Je suis partie voir un gynécologue. Je voulais savoir réellement quel type j'avais subi, mais je n'ai pas eu le courage de le savoir. Parce qu'il y a plusieurs types et certains types font peur, en fait. Surtout... C'est un peu difficile, mais il faut le dire, parce que quand on est autour de cette table, c'est pour inviter les autres. Arrêter cette pratique, connaissant son corps, est-ce que tu te retrouves avec les formes que Dr Sissoko a citées? Quand même, on a fait la biologie, on sait où se situe le clitoris, les petites, les grandes lèvres. Alors tu te dis, peut-être qu'on m'a laissé ça, on a enlevé ça. Excuse-moi, Bijou. Bon, tu ne peux pas nous dire. Non. Il n'y a pas de problème. Docteur, on va revenir toujours à vous. On parle de l'excision. Elle va nous dire, elle a mentionné un mot. En grandissant, elle a compris les conséquences, ou les causes, les conséquences de cette pratique et elle a décidé de se lancer. Elle va nous dire qu'est-ce que ça veut dire. En quoi elle s'est lancée pour aider les autres? En quoi les mutilations génitales sexuelles s'insèrent dans le rapport de domination de l'homme envers
la femme. En fait, est-ce que ce ne sont pas des croyances? Lorsque la femme a subi ça, elle peut... Parce que en fait, cette partie représente le sexe chez l'homme, la verge ou Voilà. Vous pouvez m'aider Oui. à trouver le bon mot, docteur Sissoko. Et comme le dit Bijou, il est très difficile de connaître le type de mutilation qui a été effectuée sur une personne. Ok. Parce que même les études de l'OMS, cette classification globale qu'ils ont faite, c'est après avoir interrogé beaucoup de personnes qui n'ont pas pu dire exactement ce qu'ils ont vécu. C'est pendant les examens qu'on voit ce que les médecins ont constaté. Ok. Parce que ceux qui le pratiquent et ceux qui observent, ce qu'on voit à l'orifice externe là, ce n'est qu'une petite partie du clitoris. Ce n'est que son capuchon, le reste est implanté et il a des piliers sur lesquels il est basé. Il repose sur... Alors, on veut dire que le clitoris a des ramifications? Non, le clitoris lui-même a des parties. Okay. Il est composé de 4 parties. Donc, c'est l'une des parties que vous voyez dehors pour dire que tout ça n'est pas... Ok, d'accord. Donc, il faut être spécialiste pour comprendre ça. Il faut être spécialiste pour le comprendre. Très bien. Et deuxièmement, comme vous l'avez dit, c'est un produit de société. Aucune raison ne motive une mutilation. Cependant, ceux qui l'ont pratiqué se sont donné des raisons. Premièrement, ils pensent que c'est une phase... Des raisons aujourd'hui qui ne peuvent ne pas... Qui n'ont même pas tenu, même pas le passé, mais c'était dans les considérations traditionnelles. Les valeurs, oui. Ils ont considéré que le passage d'une fille à l'étape de femme, il fallait faire l'excision. Et que c'est ce qui le rendrait heureux au mariage. D'accord. Certaines sociétés ont considéré que c'était pour la préservation de la virginité. C'est-à-dire, en faisant ça, la femme aura peur de toucher l'homme, l'hymen va rester toujours. Ils ont considéré par contre qu'en faisant l'excision, ça donnerait, et en réduisant l'orifice dont j'ai parlé tout de suite, soit l'orifice externe ou le vagin même, ça permettrait à l'homme d'être satisfait. Donc ils l'ont fait, comme vous avez dit, essayer de dominer la femme en faisant plaisir à l'homme. C'était ça leur... Cependant, ils ont considéré que en faisant l'excision, ça enlève l'impureté chez la femme. Parce qu'ils considèrent que la présence... C'est leur considération. Hein. Oui, vous êtes en train de nous citer. Donc, ils considèrent que la présence du clitoris empoisonnait l'homme et pendant la naissance pouvait empoisonner l'enfant aussi. Empoisonner l'enfant et l'enfant pouvait mourir. Au fil du temps, ils ont dit non, c'est de manière esthétique, c'est pour rendre la femme jolie. Non, ils ont dit non, c'est pour des raisons hygiéniques. Okay. Parce que raison hygiénique, on considère que si la femme garde son clitoris en entier, elle est toujours dans une excitation en permanence et qu'ils considèrent malsain. Okay. Ils ont dit, bon, on va enlever. Donc, toutes les considérations qu'ils ont évoquées, aucune considération n'est justifiée ni par les religieux, ni par le corps médical, ni par ceux qui défendent les droits des femmes. C'est pourquoi on considère ce acte comme une violation du droit de la femme. Okay. L'OMS même a dit les chartes, les conventions, quand même, il y en a eu plusieurs qui est contre cette pratique. Beaucoup d'activistes, en tout cas les ONG, les associations, sont à Conakry qui luttent dans le même sens, mais toujours ça persiste. La forme la plus sévère peut-être aujourd'hui est limitée ou n'existe presque pas, ou quasiment pas du tout, mais on parle de forme médicalisée. Qu'est-ce que cela veut dire, docteur Sissoko?
la forme qu'on dit médicalisée est une mutilation génitale. D'accord. C'est une mutilation. Il est interdit de faire la mutilation, il faut interdire toutes les formes. Très bien. J'espère que ce petit mot va tomber dans de bonnes oreilles, parce que c'est l'objectif. Et arrêter cette pratique, ça continue à Conakry à l'intérieur, dans nos communautés, et surtout pendant les grandes vacances. N'est-ce pas? Ah, c'est pourquoi je dis, c'est une faiblesse de la part de la société, mais aussi de l'autorité qui a décidé d'appliquer la loi et a refusé de l'appliquer. De l'appliquer dans son Nous connaissons strict... tous les périodes propices de l'excision. Et ça se fait dans nos sociétés. Au vu au sud de tout le monde. Au vu et au sud de tout le monde. Et les gens font des réjouissances pour ça. Ni le père de famille, ni le chef de quartier, ni aucune autorité. Des fois même, ils sont invités à assister à certaines cérémonies. À cette fête. Bien évidemment. Ce qui fait que les gens continuent à le pratiquer. Si le pays avait décidé de mettre fin... Les autorités compétentes. Hein? Non, d'abord, si je dis le pays, c'est tout, le monde. Oui, c'est oui. tout le monde. Puis maintenant, les autorités compétentes, s'ils avaient décidé de mettre fin, ça serait déjà ça serait aboli complètement. Je connais des pays où on ne pratique pas, et c'est des pays africains. Voilà, vous allez nous donner l'exemple tout à l'heure. Moi, je vais revenir un peu sur certaines explications du docteur Sissoko. Lorsque vous dites exciser la femme, c'est rendre la femme pure, c'est la rendre un peu soumise, parce que le clitoris non touché représente... Non, ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. J'ai donné la version de ceux qui le pratiquent. Voilà, ce sont des lectures par rapport aux exciseuses. Oui. Le clitoris non touché, c'est-à-dire une personne non excisée, représente... cette partie, cet organe représente chez l'homme le sexe masculin. Alors la rendre pure ou, comme vous l'avez cité, c'est préparer également la femme auprès de sa belle famille et puis comment gérer son foyer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que cette pratique, lorsque les deux types sont appliquée chez une femme, disons l'infibulation est observée chez une femme frigide, une femme qui n'a plus de plaisir, est-ce que ça ne peut pas amener certains couples à se séparer, notamment le divorce? Je vous ai parlé des conséquences. Le supporter ou ne pas supporter, mais ça fait mal. Que tu vives en couple, que tu ne retrouves pas de jouissance et que tu sois abandonné par ton mari ou tu abandonnes le foyer à cause de quelqu'un qui t'a rendu, qui t'a fait cette situation. Mais je veux vous dire que dans certains pays, jusqu'à 38 ans, la personne est autorisée de porter plainte. Si à bas âge, la personne n'a pas pu porter plainte, maintenant que la personne est mature, peut encore porter plainte la personne qui l'a excisée. Porter plainte contre qui? La personne qui l'a excisée. Maintenant, c'est cette personne qui va dire qui l'a autorisé de le faire. C'est compliqué. Mais alors, oui. Ça devient global. Hein. On va... en tout cas, les exciseurs ne viennent pas prendre les enfants à domicile. C'est les parents qui autorisent à exciser. Donc, l'enfant doit porter plainte directement contre ses parents. Parce que les exciseuses, c'est une manière c'est leur ressource, c'est une manière d'avoir de l'argent. Parce que selon certaines explications, ça leur permet d'avoir de l'argent. Elles sont là. C'est les parents qui amènent les enfants. C'est les tantes, c'est la famille de façon générale qui amène les enfants. On va parler, on va se retourner contre Bijou qui va nous dire, elle s'est lancée dans la lutte pour aider les autres femmes et les jeunes, mais tu es prédestinée à être maman un jour. Alors, pour lutter contre ces mutilations génitales féminines,
j'ai jugé nécessaire d'intégrer des ONG. Actuellement, je suis dans une ONG qui s'appelle le Conseil consultatif des enfants et jeunes de Guinée, dont je suis la secrétaire générale. Alors, le Conseil consultatif a été créé le 20 septembre 2012 à Kindia et qui est représenté dans toutes les 4 régions naturelles. Notre principal objectif est de promouvoir et de protéger les droits des enfants. Et quand on parle des enfants, on parle des filles et des femmes, des filles et des garçons aussi. Et on lutte contre les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines, l'excision, toute forme de violence en fait. Et pour cela, pour lutter contre les mutilations génitales féminines, on a commencé à travailler avec notre principal partenaire qui est Plan, qui nous appuie. On a commencé ce travail par un projet qui est appelé Sauvons les filles des mutilations génitales féminines. Au cours de ce projet, on a eu à faire une activité de renforcement de capacité sur c'est quoi réellement les mutilations génitales féminines, parce qu'il ne faut pas seulement se lancer dans la lutte d'une chose que l'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc on a fait ça. Ensuite, on a eu à faire des tables rondes pour sensibiliser les gens autour de la question des mutilations génitales féminines. C'est quoi les mutilations? Pourquoi il faut abandonner les mutilations génitales féminines? Parce que ça engendre des conséquences. Et aussi, on a eu à faire des plaidoyers, des signatures de mémorandum avec les chefs religieux qui nous ont signé et réaffirmé leur engagement pour nous aider à lutter contre ce fléau, parce que c'est un fléau qui n'est pas prôné par ni les musulmans ni les... Voilà, on va aborder ce sujet tout à l'heure avec Dr Sissoko. Ce n'est mentionné ni dans la Bible ni dans le Coran. Par conséquent, les médecins même sont contre carrément, comme vous l'avez dit, la pratique de l'excision. Aujourd'hui, même vous avez dit tout à l'heure, de façon brute ou médicalisée, ces mutilations, n'est-ce pas? Oui. Vous écoutons, dites-nous. Oui, comme je vous ai dit, ça remonte depuis l'Antiquité, vers le XVIe siècle, vers l'Afrique de l'Est qui a immigré vers l'Afrique subsaharienne. Vous l'avez dit, dans les pays du sud-est de l'Asie et même dans certains pays de l'Amérique latine, ça se pratique. Mais ça, c'est avant l'arrivée des religions monothéistes, le judaïsme, l'islam, le christianisme. C'était en ce moment, ils le pratiquaient. Mais maintenant, même dans ces religions maintenant, les gens le pratiquent. Les musulmans le pratiquent, certains chrétiens le pratiquent. Cependant, ce n'est pas du tout religieux. Ils n'ont aucun document, ni la Bible, ni le Coran, nous le mentionnent. Nous avons écouté ici les religieux. On pensait ils le soutenaient, mais la grande partie reconnaissait que ce n'est pas dans la Bible. Après, ils ont dit non, c'est Sunna. Mais après, ils ont considéré que Sunna, là, c'est ce que vous dites là, enlever le capuchon. Mais ça aussi, c'est une mutilation. C'est pourquoi l'OMS, dans sa lutte, avec les autres organismes bilatéraux, ont considéré que toute ablation d'une partie du corps, ceux qui l'ont fait, vous avez dit tout de suite, ils ont considéré que le clitoris est une partie restante du corps humain, mais masculin. Et considérer le prépuce chez l'homme comme une partie restante de la couche féminine. Tout ça, c'était des arguments pour renforcer leur acte qu'ils commettent. Après beaucoup d'études, et après que les pays se sont réunis, ils ont fait réunir tous les gens qui peuvent les acteurs concernés, oui. pour savoir, les scientifiques, oui. Pour savoir de façon scientifique ou religieuse comme ça. L'aboutissement, ça a été que c'est un abus. C'est un abus et il faut l'interdire. Aujourd'hui, on a écouté le premier imam ici. Il a dit, on a écouté d'autres. Cependant, dans ce même pays,
certains religieux considèrent que vouloir interdire ça, nous sommes en train de copier les Blancs. Non. Les Blancs aussi avaient pratiqué à un certain moment, mais ils l'ont interdit parce qu'ils se sont rendus compte que tout ce qui est avoué, qui motivait ça, n'avait aucun sens. Les arguments ne tenaient pas. Les arguments ne tenaient pas. Mais nous, moi, je vous dis, si ça ne tenait que moi seul, on doit la pratique sera bannie dès aujourd'hui. Parce qu'il suffit seulement de dire quiconque le fait, quiconque le pratique. On le trimballe devant les juridictions. Devant la juridiction, on connaît la peine. Il y a des pays, ça va de 5 à 10 ans. Mais si la personne meurt, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Ou même à perpétuité. Tout ça là, pour que les gens abandonnent. Oui, à Conakry, il y a un peu d'accalmie. Souvent, c'est cette forme médicalisée. Mais à l'intérieur, est-ce que ce genre de messages sont prodigués à ces exciseuses ou à la communauté de l'intérieur? Oui, mais Bijou l'a dit. Ils ont créé des ONG. Il y a beaucoup d'organisations de société civile. Vous avez sensibilisé. On a fait des affiches. Oui. On a traduit dans toutes les langues. Les gens ont été payés ici, j'ai vu ça, oui, pour déposer les couteaux. Oui. Ils mangent l'argent et ils prennent les mêmes couteaux. Ah, il faut les mais amener. Ceux qui ont donné l'argent connaissaient ceux qui ont déposé les couteaux. Et s'ils recommencent, on n'a pas plus besoin de sensibiliser. On sait que cette personne le pratique, il l'a pratiqué, il faut appliquer la loi. Mais on ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. C'est pas possible. Sensibiliser aujourd'hui, lui donner l'argent, demain revenir encore pour sensibiliser, je pense que c'est un déficit de l'application de la loi qui condamne la mutilation génitale dans notre pays. Ce message s'est adressé aux autorités. Hein, il faut condamner. En tout cas, les activistes quand même nous soutiennent, ceux qui regardent cette émission soutiennent cette idée de les emprisonner même. Bisous, tu es future maman. Raconte-nous un peu. Moi, en tant que future maman, d'abord, mes enfants ne seront jamais excisés. Ça, c'est sûr. Ils ne seront pas excisés. Ça, c'est sûr. Le numéro va s'afficher, le 625 90 73 avant. Docteur Sissoko, est-ce que vous avez... on va revenir sur l'une des conséquences la plus traumatisantes qui est la fistule obstétricale. Expliquez-nous cela. La fistule obstétricale n'est pas liée seulement à la mutilation génitale. Okay. Mais la fistule obstétricale est une communication entre la vessie et l'organe génital, le vagin, soit pendant l'accouchement ou pendant un acte comme la mutilation. Une fois que la fistule est installée, la personne ne contrôle plus le passage de l'urine. Elle perd l'urine permanemment et de façon continuelle. Pendant l'accouchement, comme c'est le cas chez les filles adolescentes ou les femmes qui ont subi l'infibulation et que l'espace est rétréci, c'est que l'enfant vient coincer la vessie et cette vessie-là devient traumatisée, le sang ne passe plus et ce traumatisme-là va entraîner l'infection à ce niveau et un pertuis va s'installer là. Ça va maintenant créer la communication entre la vessie, au lieu que l'urine sort par l'urètre, va sortir par la partie qui a été blessée ou lésée pendant l'accouchement ou pendant les explorations et ça rend la femme malade, fistuleuse. Surtout psychologiquement. Oui. Parce que c'est des femmes rejetées. Parce qu'ils sont rejetés. Carrément. Et dans les sociétés, on considère que ces femmes, c'est parce qu'elle a trompé son mari. Ou c'est une sorcière. Oui, beaucoup d'interprétations. Beaucoup d'interprétations. Mais cependant, si ces femmes sont vues par des urologues, et même certains gynécologues qui ont la compétence, on peut réparer les fistules. Il y a même des ONG maintenant qui le font gratuitement dans ce pays. Mais tout ça, il faut abandonner des mariages précoces.
astuce, il y a les mariages précoces, mariage. Les jeunes femmes de moins de 18 ans. Oui, moins de 18 ans. Moins de 18 ans qui mais sont mariées. aussi, il faut que la femme fasse des consultations prénatales pour voir si elle peut accoucher d'elle-même ou pas. Et surtout, accoucher dans les mains des personnes qui peuvent diriger l'accouchement. Une femme non excisée peut ne pas être fistuleuse, non? Et j'ai vécu dans un pays où des adolescentes viennent accoucher et ils sortent des fois, pas de déchirure. Ils viennent accoucher aisément. Normalement. Normalement. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de fistule dans ce pays. Parce que je vous ai dit que les fistules ne sont pas liées seulement à l'excision. Oui. Mais viennent accoucher sans complication, en grande partie. D'accord. Le numéro est affiché, le 620 58 90 73. Vous pouvez donc interagir, nous envoyer des textos. Docteur, vous allez donner un dernier message. Bijou également va donner un dernier message. Les arguments quand même ne tiennent plus, ni la religion, ni les religions, ni l'islam, ni le christianisme ne s'est mentionné nulle part. L'excision, les spécialistes, les professionnels de santé eux-mêmes condamnent. C'est néfaste cela pour la santé de la femme. Donc, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Kamara, Moussa Rico Kamara, depuis Kobaya. Nous vous écoutons, monsieur Rico. Bon, je voudrais savoir... Monsieur Rico, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui, je voudrais savoir... Oui. À quel âge que la procréation, c'est-à-dire quand la femme arrive à faire un premier geste, deuxième geste, est-ce qu'il y a des complications qui vont venir suite à à l'excision? Est-ce que c'est le thème, mais comme on a un gynécologue, il va tenter de répondre pour vous, monsieur Rico. Je voudrais après un accouchement, un deuxième accouchement, est-ce qu'il peut... Je voudrais dire ici que, comme je l'ai dit auparavant, qu'il y a des complications tardives. Ces complications tardives peuvent être des difficultés lors des rapports sexuels. Il y a les règles douloureuses chez cette femme qui a déjà fait des enfants. Et aussi, cette même femme peut avoir des difficultés à l'accouchement. Parce que plus les conséquences des tissus qu'ils ont coupés, ils restent toujours rétractiles, c'est-à-dire non plus la souplesse normale pour se dilater normalement. Donc le passage de l'enfant va devenir trop difficile. Et si pendant les 2 premiers accouchements, comme il l'a dit, cette femme a subi encore d'autres réparations, ça réduirait encore l'espace et le passage du prochain enfant deviendra difficile. On va lire ce message, on va continuer à prendre des messages en même temps, lire des textos. Les gens nous reprochent peut-être compte tenu du temps, quand la discussion est très houleuse, on oublie de lire les textos. Bonjour docteur, c'est Keita Alseni, je vous félicite très sincèrement pour ce que vous faites pour la Guinée afin de donner un espoir pour les enfants anesthésiques. J'ai une question, comment peut-on traiter les GAL? C'est pas la question, on parle pas de GAL, il faut voir l'écran. Voilà, il faut voir le sujet, le thème du jour. C'est vrai qu'on a un médecin ici au plateau, mais les thèmes, c'est thématique. Aujourd'hui, on parle de l'excision. Donc, on va revenir avec vous avec comment? Oui, allô, oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Kamara Bafodé. Monsieur Bafodé, nous vous écoutons. Vous avez une question? Pas une question, mais plus un amendement, en même temps un cri de cœur. D'accord, ça nous plaît. Ça nous plaît, ça. Je vous appelle depuis Dabondi. Oui, nous vous écoutons. En fait, je suis un père de famille. Et mon cri de cœur va à l'endroit de l'État. L'État, d'accord. Oui, bien sûr, les autorités.
Et ils ont mis l'article dans notre constitution et l'application fait défaut. C'est nous, pères de famille, surtout moi actuellement, cela a créé une division, un problème entre moi et ma belle famille. L'année surpassée, ils ont failli, comme on appelle, exciser 2 filles. J'ai été catégorique là-dessus. Ici, ça ne se fera pas. Et ma femme, à mon insu, a pris mes enfants et les a envoyés dans la famille, dans leur famille. Automatiquement, quand je me suis rendu compte, je suis allé carrément dans leur famille, j'appelle son papa. Si un problème arrive à mes filles, ils iront très loin. Donc, par peur, ils m'ont rejeté mes enfants. Donc, je vous dis, au jour d'aujourd'hui, il y a un problème de méfiance entre moi et la famille. Et la belle famille. Ma belle-mère. Parce qu'elle pense que je n'ai plus confiance en elle. Et est-ce qu'elle peut faire du mal à ses petits-enfants? Vous voyez tout ça là. Donc, je me dis, c'est le défaut de l'application de la loi qui a provoqué tout ça là. C'est pourquoi je remercie beaucoup votre médecin du jour, l'invité, qui a beaucoup insisté par rapport à l'applicabilité, comme on appelle, de cette loi. Et l'État n'a qu'à comprendre, s'il n'applique pas cette loi, ça crée une confusion nette dans la famille. Surtout chez moi, pareil. Je suis un exemple parmi 1000. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu apporter comme contribution à l'émission. Je tire chapeau au docteur qui est l'invité du jour, mais aussi à la fille du jour qui a osé s'exposer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'est des sortes de contributions que nous apprécions beaucoup, pas seulement poser des questions aux médecins, les témoignages. En tout cas, on peut appeler ça comme témoignage. Et un autre appel, docteur. Allô? 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 Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je suis madame Cissé, je vous appelle de Tombolien. Nous vous écoutons, madame Cissé. Oui. Vous avez une question pour nos invités respectifs? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Allô, oui? Oui. Allez-y, nous vous écoutons, nous vous recevons. Voilà, moi je viens de vous prendre en marche. Et est-ce que je suis en direct? Oui. Ou bien... Si, vous êtes en direct, oui. Voilà. Je viens de vous prendre en marche. Et ce que je voulais dire à docteur, comme il vient d'insister sur la loi, l'applicabilité de la loi, que cela vraiment soit continuel. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai été mutilée. Je suis forestière. Je peux vous dire que j'ai été mutilée. Si je me permets de le dire ainsi. J'ai 2 enfants. Jusqu'à présent, je ne ressens aucun plaisir. D'accord. Allô? Nous vous écoutons, madame. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Nous vous recevons. Donc, aucun plaisir. Franchement, les femmes, je ne sais pas si c'est comme ça chez toutes les autres femmes, mais nous qui sommes passés par là, franchement, on a vraiment besoin des docteurs comme ça à qui nous pouvons vraiment nous exprimer pour que réellement qu'on nous donne les remèdes ou qu'on nous aide à trouver solution. Merci et bonne soirée. D'accord. Docteur, c'est vrai, c'est des femmes traumatisées et quand elles sont entre femmes, elles se racontent des histoires. Il y en a même, par peur ou par gêne, ne peuvent pas s'exprimer. Est-ce que ces femmes-là ont besoin de psychologues pour un peu leur donner conseil par rapport à cette pratique? 30 ans, 2 enfants, aucun plaisir. C'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Effectivement, le clitoris est considéré comme le seul organe qui est dédié à donner le plaisir à l'organisme féminin. D'accord. Et si on vient mutiler cet organe, les conséquences, c'est l'une des conséquences que j'ai déjà dit ici. Trouble du désir sexuel, c'est ce qu'elle vit aujourd'hui. Oui. Il y a les psychologues dans ce pays.
Ils ont même un cabinet de psychologues qui peuvent les assister. Il y a des gynécologues aussi qui peuvent les assister. Il suffit seulement de venir en consultation chez un gynécologue ou chez un psychologue, expliquer son problème et peut-être il trouvera la solution. Ben, avant l'entame de cette émission, je causais avec une amie tout à l'heure qui m'a fait part d'une citation. Si je peux citer, ça s'entraîne, en fait, c'est pour l'éradication pour aider les exciseuses à arrêter. Si on est tous d'accord que Dieu est parfait, et pourquoi ne pas laisser cette partie du corps de la femme? Parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Hein? Pourquoi l'enlever? Parce que les femmes doivent connaître ce plaisir de jouissance, d'épanouissement dans le foyer. Et si cette partie est mise là, docteur, est-ce que vous partagez cette thèse sur laquelle, si Dieu est vraiment parfait, qu'on est tous d'accord là-dessus, cette partie de la femme, on ne doit pas toucher? Comme je vous ai dit, moi je pense que toute partie de l'organisme humain, surtout les organes génitaux, qui est amputé, ou tout geste néfaste effectué sur cette partie doit être abandonné. Comme elle l'a dit, c'est très difficile d'être dans un ménage sans plaisir. D'être dans un ménage sans plaisir. Ou de vivre permanemment avec la douleur. Est-ce que vous pouvez redonner confiance, aider ces femmes à retrouver un quelconque plaisir, petit ou grand, pour qu'elles s'épanouissent, parce que ça contribue beaucoup à l'épanouissement de la femme dans une relation? Oui, c'est ce que je dis. Je dis, les psychologues et les gynécologues sont à leur disposition pour venir raconter leur histoire et ce que le gynécologue ou le psychologue pourra proposer. Vous avez vu le cas du Congolais, docteur Mukwege, qui a bénéficié même du prix Nobel parce qu'il répare la majeure des femmes victimes de violences ou de mutilations génitales. Et ensuite, il leur donne plaisir. Ce n'est pas la réparation seulement. Il l'a dit, Bijou l'a dit ici, la sensibilisation qu'on fait, pas pour les exciseurs, mais pour les exciser et les donner les nouvelles pour leur vie future, les encouragerait. Mais c'est très difficile. Les chirurgiens la chirurgie réparatrice est là, mais les femmes qui sont rasées carrément, est-ce qu'on peut réparer ces femmes? Cette réparation, il y a beaucoup de compétences. C'est possible. C'est possible. Et rapidement, on est pris par le temps. Certains pensent que après réparation, ils trouvent satisfaction. D'accord. Je crois que ça va être le dernier mot. Le message, on nous aura encore. On a 30 messages non lus. On va prendre ce dernier appel et puis excusez-nous pour la lecture des messages. 34 messages non lus. La discussion. Allô? 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 Bien, on est pris par le temps. On va essayer de lire quelques messages pour nos téléspectateurs qui demandent... Oh là là. Mesdames, messieurs, je réponds au nom de Cissé Aïssata depuis Fria, élève de la terminale sciences mathématiques. Je voulais vous poser une question. La question est la suivante. Je suis une fille qui n'est pas excisée. Ça ne crée pas un problème aussi... ça ne crée pas un problème sinon? Aucun. D'accord. Elle pense que le docteur a dit aucun problème. Aucun. Un autre message qu'on peut lire pour vous. Sissoko, docteur Sissoko, je suis ravie par cette émission. Mais selon les exciseuses, la présence du clitoris chez la jeune fille engendrait la débauche, chose que nos mœurs, quand vous dites-vous, rapidement, c'est la dernière question. Il y a beaucoup de questions intéressantes, mais on est pris par le temps. C'est des arguments pour satisfaire leurs besoins. Oui. J'ai dit aucun. Il faut éduquer la femme à bas âge, les enfants non excisés, c'est l'éducation à bas âge, juste maîtriser son corps.
dans les pays où ce n'est pas pratiqué, les gens vivent normalement. Docteur, c'est ça. Pourquoi ne pas vivre ici normalement chez nous? Alors, est-ce qu'on a un peu de temps pour continuer la lecture des messages? Docteur, le dernier message, donc avant qu'on nous signale qu'on a fini. Le dernier message que je donne ici, il faut que les gens considèrent que l'excision ou mutilation génitale est un phénomène néfaste, qui est douloureux, dramatique, et qui donne de manière psychologique et physiquement des complications à la femme pour sa vie future. Nous devons abandonner ça et l'État doit appliquer la loi dans toutes ses dimensions. Très bien. L'État doit appliquer la loi dans toute sa rigueur. Même message, mademoiselle. Moi, personnellement, je demanderais à toutes les personnes de ne pas continuer à faire les mutilations génitales féminines parce que c'est une entrave dans l'épanouissement des filles. Comme l'a dit cette femme qui a appelé, elle ne ressent aucun plaisir dans ce aucun plaisir. Donc ça, c'est quelque chose de grave. Tu es marié, tu ne ressens pas de plaisir. Et aux autorités de faire appliquer les lois. Parce que si les lois sont appliquées, s'il y a une personne qui mutile à la loi. Voilà, et qu'elle a affaire à la loi, les autres prendront exemple sur cette personne. Très bien. Voilà. Il y a un autre message entre mutilation, l'excision, la différence. Est-ce qu'on peut continuer? On a le temps? 1 minute, c'est fini? D'accord. Donc, on ne peut pas ni répondre aux messages, ni lire des textos. On est pris par le temps. Et je rappelle que nous étions avec Dr Mamadou Sissoko, gynécologue, obstétricien, médecin-chef de la maternité de l'hôpital régional de Conakry, et notre invité spécial, mademoiselle Bijou, qui nous a raconté son expérience par rapport à cette pratique. On se retrouve... C'est mon numéro qui a manqué. Voilà. Est-ce qu'on peut afficher rapidement le numéro ou les téléspectateurs qui nous suivent pour cas où 621 45 58 84. Je répète, 621 45 58 84. L'émission est finie. Vous pouvez donc appeler notre invité au cas où vous aurez envie de poser d'autres questions intimes. Puis il pourra vous orienter. On se retrouve donc la semaine prochaine. Le thème retenu, c'est la problématique des antimicrobiens. Des spécialistes seront là pour développer cette problématique avec vous, cher public. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de cette émission. Dites-moi tout, docteur. Merci à ceux qui suivent cette émission d'ici et d'ailleurs. Réagissez sur notre plateforme. Dites-moi tout, docteur, sur la page Facebook et sur YouTube. Vous pouvez encore poser toutes les questions et nous vous referons aux spécialistes. Merci et à la semaine prochaine.